projet américain de règlement du conflit israélo-palestinien dévoilé le 28 janvier dernier par le président Donald Trump continue de susciter des réactions. À Rabat, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue ce dimanche pour dénoncer le dit projet. Brandissant des drapeaux palestiniens, les manifestants ont défilé dans le centre de la capitale au cri de « Vive la Palestine ». La foule, parmi laquelle des sympathisants islamistes, des syndicalistes et des figures de la vie politique locale, a appelé à boycotter les produits des États-Unis, jugés ennemis de la paix. Non à la normalisation, non au soutien à l'entité sioniste, ont scandé les manifestants, dont certains ont brûlé un drapeau israélien. La Palestine n'est pas à vendre, pouvait-on lire sur une autre banderole. Aujourd'hui, on ne doit pas parler de l'accord du siècle, mais plutôt du vol du siècle. C'est le hold-up du siècle. Nous assistons aujourd'hui à cette marche à Rabat pour soutenir la question palestinienne et pour dire en tant que Marocains, Arabes et musulmans, non à l'accord du siècle qui ne représente ni les Marocains, ni les Arabes, ni les musulmans libres. Nous sommes aussi présents pour dire, comme la plupart des participants ici, que la question palestinienne est l'affaire de tous. Une manifestation contre le plan américain reprenant les mêmes slogans a également rassemblé des centaines de manifestants ce dimanche à Sfax, dans l'est de la Tunisie. La puissante centrale syndicale UGTT à l'origine de la mobilisation dénonçant un accord de la honte. Le plan américain prévoit de faire de Jérusalem la capitale indivisible d'Israël, l'annexion de colonies juives en Cisjordanie occupée et la création d'un plan État palestinien démilitarisé sur ce qu'il resterait de la Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Jugé trop favorable à Israël, il a été rejeté par les Palestiniens. Tedros Adhanom Ghebreyesus exhorte à lutter contre la désinformation quant au nouveau coronavirus mortel qui a tué plus de 700 personnes, principalement en Chine continentale. Même si l'Organisation mondiale de la santé affirme que le nombre de cas de personnes atteintes en Chine rapportés chaque jour se stabilise, elle reste tout de même prudente sur l'avenir, indiquant qu'il était encore trop tôt pour prédire un déclin ou non de l'épidémie. Les gens doivent avoir accès à des informations précises pour se protéger et protéger les autres alors que le virus se propage. La désinformation rend encore plus difficile le travail de nos héroïques travailleurs de la santé. Elle détourne l'attention des décideurs, crée la confusion et répand la peur au sein du grand public. Nous ne luttons pas seulement contre le virus, nous luttons aussi contre les trolls et les théoriciens du complot qui poussent à la désinformation et sapent la riposte à l'épidémie. Un total de 34 546 personnes ont été contaminées en Chine continentale, dont 722 sont mortes. 2 autres décès ont été enregistrés hors de la Chine continentale et plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Le directeur général de l'OMS a fortement mis en garde contre la désinformation sur cette maladie qui rend le travail des équipes chargées de combattre l'épidémie encore plus difficile. Juan Guaidó avait bravé l'interdiction qui lui était faite de quitter le territoire national. L'opposant autoproclamé du Venezuela avait été reçu à la Maison-Blanche par le président américain. Nous espérons que le régime fera le calcul, surtout après ce voyage, que le soutien de Guaidó est tel que toute action le visant se retournerait contre le régime, a déclaré l'émissaire des États-Unis pour le Venezuela. Nous suivons cela avec beaucoup d'attention et espérons qu'il rentrera sans encombre, a-t-il insisté. Réélu le 5 janvier président de l'Assemblée nationale, seule institution tenue par l'opposition, Juan Guaidó avait annoncé ce samedi son retour imminent au pays après sa tournée internationale. Interrogé sur les mesures auxquelles les États-Unis pourraient avoir recours pour s'assurer du retour en sécurité de Guaidó, l'émissaire américain a simplement indiqué « Nous sommes déjà prêts ». En plus de sa visite à la Maison-Blanche, Juan Guaidó a rencontré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et invité d'honneur du discours de Donald Trump sur l'état de l'Union devant le Congrès. Washington tente depuis plusieurs mois d'asphyxier le gouvernement vénézuélien avec des sanctions économiques contre ce pays aux immenses réserves pétrolières. Le président vénézuélien, grand pourfendeur de l'impérialisme nord-américain, martèle qu'il est prêt pour la bagarre et qu'il n'a aucunement l'intention
de céder sa place. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait apporté son soutien à l'initiative d'un forum de réconciliation prise fin janvier lors d'un sommet organisé par le comité de l'Union africaine sur la Libye au Congo-Brazzaville. Le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité a martelé lors d'une conférence de presse au siège de l'Union africaine à Addis Abeba que l'UA et l'ONU devraient travailler main dans la main dans la gestion du conflit en Libye. Il a à cet égard rappelé le lien entre l'instabilité en Libye et la montée en puissance des groupes djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ces dernières années. En tant qu'Union africaine, nous voulons que la cessation des hostilités soit officiellement signée. Nous voulons rejoindre l'ONU dans une mission d'évaluation en Libye pour évaluer ce qui est nécessaire, pour superviser, pour s'assurer que la cessation des hostilités est respectée par tout le monde. Et nous voulons également faire partie de la mission de déploiement d'observateurs à Tripoli et ailleurs dans le pays où cela est nécessaire. C'est l'ONU elle-même qui a besoin de nous maintenant. L'ONU s'occupe de cette question depuis 8 ans. Je pense donc que l'Union africaine peut certainement apporter sa contribution car il s'agit d'un problème africain et nous avons une certaine sensibilité que d'autres n'ont peut-être pas. Une fois que la cessation des hostilités sera officiellement signée, nous voulons nous joindre à l'ONU dans une mission d'évaluation en Libye pour évaluer ce qu'il est nécessaire de superviser pour s'assurer que la cessation des hostilités est respectée par tous. De nombreux doutes existent toutefois sur la capacité de l'Union africaine à occuper un rôle de premier plan dans la médiation libyenne. Face à la multiplication des conflits sur le continent, l'Union africaine s'est fixée comme objectif d'être plus efficace et plus active dans leur médiation, comme en témoigne le thème du sommet de cette année, faire taire les armes. Un kamikaze à bord d'un véhicule piégé a déclenché ses explosifs dimanche dernier en tentant de pénétrer de force dans la base de l'armée située dans la zone frontalière à plus de 1700 km au sud d'Alger. Une sentinelle avait été tuée en réussissant à empêcher le véhicule d'entrer dans l'enceinte selon le ministère algérien de la Défense. De son côté, l'État islamique a affirmé dans un communiqué diffusé sur les médias sociaux qu'un frère marty a fait exploser son véhicule au milieu de la base algérienne, provoquant des dizaines de morts et des blessés, la destruction de nombreux engins et occasionnant des dommages matériels à la base. L'EI avait déjà revendiqué les 2 derniers attentats suicides en Algérie qui avaient visé en 2017 2 postes de police, tuant 2 policiers et en blessant 2 autres. L'attaque de ce dimanche survient au moment où l'Algérie s'efforce à s'impliquer dans le règlement de crise régionale en Libye et au Sahel, région visée par les assauts de plus en plus audacieux de groupes djihadistes. Il faut dire que l'Algérie a été épargnée par des attentats d'ampleur depuis la prise d'otages sur le site gazier de Tigen-Tourine à Inamenas, à 1300 km au sud-est d'Alger en 2013, revendiqué par le groupe islamique, les signataires par le sang de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, en représailles à l'intervention militaire étrangère au Mali voisin. 40 salariés et 29 assaillants avaient été tués lors de l'assaut mené par l'armée algérienne. Nous souffrons beaucoup du manque de carburant. Dès l'aube, nous nous levons et faisons la queue pour le pain. Les élèves ont même quitté l'école pour faire la queue afin d'obtenir du pain, du carburant, de l'essence et des transports. Personne ne prend ses responsabilités. Nous entendons parler de contrebande de pain, d'essence et de tout le reste. Mais nous n'entendons jamais dire qu'un de ces contrebandiers a été pendu ou jugé. Il n'y a plus de pain ni de carburant et c'est humiliant de ne pas pouvoir utiliser notre propre argent ou un distributeur automatique. Pourquoi cette situation? Ce dont notre pays souffre, de la pénurie aux prix élevés, n'est que le reflet de la situation économique misérable dont nous avons hérité depuis l'ère de la destruction. Il a été arrêté hier pour des faits de corruption. Il est en garde à vue. La nouvelle a fait le tour de toute l'Algérie. Anis Ramani, un journaliste de 49 ans, est accusé d'infraction à la législation de change, chantage pour l'obstruction d'avantages inclus, abus de pouvoir
et détention de comptes bancaires à l'étranger. Tout ceci à la une de plusieurs médias privés algériens. La presse algérienne a fait état de plusieurs plaintes pour diffamation visant Rahmani, réputé proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. En décembre, Anis Rahmani et un journaliste d'Ennaha ont été condamnés à 6 mois de prison ferme pour offense et diffamation à l'encontre du général à la retraite Hossein Ben Hadid, qui était à l'époque en prison. Et lundi, un tribunal d'Alger a condamné Ennaha TV à verser une amende à l'ancien chef de la délégation olympique algérienne aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016, Ama Brahmia, et à sa famille pour diffamation. Ennaha TV, née en 2016, est une chaîne d'information d'envergure nationale qui diffuse en continu. Elle revendique le titre de première chaîne d'information en Algérie. Anis Rahmani, patron d'Ennaha, premier groupe de médias privés algériens, a été présenté jeudi au procureur de la République. L'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale, a annoncé la suspension des vols après la chute d'une roquette, tandis que des combats ont de nouveau éclaté au sud de Tripoli entre les troupes de Nia basées à Tripoli et celles du maréchal Khalifa Haftar. Des témoins ont entendu l'explosion de roquettes dans les régions de Al-Aqba, une zone agricole à une trentaine de kilomètres au sud du centre-ville. D'autres roquettes ont atterri dans des quartiers résidentiels, faisant des blessés selon les mêmes sources. Interrogé par l'AFP, le porte-parole des forces de Nia, reconnu par l'ONU, a confirmé des combats dans cette banlieue parsemée de fermes. Ce porte-parole a accusé les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar d'avoir violé de nouveau la trêve fragile observée depuis le 12 janvier. Malgré la trêve, des combats sporadiques ont lieu quotidiennement près de Tripoli et les armes continuent d'affluer dans le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé mercredi pour la première fois depuis le début en avril de l'offensive du maréchal Haftar contre Tripoli une résolution réclamant qu'un cessez-le-feu durable succède dans ce pays à la trêve fragile observée depuis janvier. La résolution réclame la poursuite des négociations de la commission militaire conjointe créée en janvier et réunissant les deux camps pour aboutir à un cessez-le-feu permanent incluant un mécanisme de contrôle, une séparation des forces et des mesures de confiance. Réunie à Genève, cette commission s'est séparée samedi sans parvenir à un accord, l'ONU proposant de reprendre les discussions à partir du 18 février. Les affrontements autour de Tripoli ont causé jusqu'ici la mort de plus de 1000 personnes, tandis que 140 000 ont été déplacés selon l'ONU.